Bien sûr, ça se passe dans ta tête, Harry. Pourquoi cela signifierait-il que ce n'est pas réel? Je suis un peu un enfant moi-même, donc j'aime bien faire semblant. Et évidemment, jouer la comédie, c'est faire semblant, une action. Harry Potter. La distribution de Harry Potter révèle ce que la plupart des fans n'ont jamais compris, y compris des confessions surprenantes restées cachées pendant des années après la fin des films. Bien qu'il s'agisse de la série de livres la plus vendue de l'histoire, de nombreux secrets des coulisses d'Uncook et des coulisses de Poudlard n'ont été révélés que récemment grâce à des interviews et des réunions des acteurs, des coups de foudre inattendus aux eaux de Pâques cachés. Le monde magique de Harry Potter contient des révélations fascinantes que même les fans les plus dévoués pourraient avoir manquées. Alors, installez-vous confortablement, car une fois que vous aurez entendu ces confessions, vous ne regarderez plus jamais Harry Potter de la même façon. Prêt à être époustouflé, plongeons-nous dedans. Les confessions inattendues de Daniel Radcliffe. Alors que des millions de personnes à travers le monde ont suivi le parcours de Daniel Radcliffe, passant d'un timide garçon de 11 ans lançant son premier sort au jeune sorcier qui a vaincu Voldemort, très peu ont vraiment saisi ce qui se passait dans son cœur derrière les rideaux de Poudlard. À l'écran, il portait la cicatrice forme d'éclair et portait le fardeau d'une prophétie. Hors écran, il n'était qu'un adolescent naviguant entre la célébrité, la pression et les montagnes russes de la croissance sous les yeux du public. Et au fil des ans, alors que la poussière ensorcelante de la série commençait à retomber, Daniel a commencé à révéler au monde certaines des choses qu'il avait autrefois gardées cachées. Certaines maladroites, certaines amusantes, certaines profondément touchantes. L'une des plus commentées, son béguin d'adolescent pour nul autre que Helena Bonham Carter, l'actrice follement excentrique derrière la Bellatrix Lestrange méchamment tordue. Maintenant, qui aurait deviné que pendant que leur personnage essayait littéralement de s'entretuer, le jeune Radcliffe nourrissait secrètement des papillons chaque fois qu'elle passait. Vous avez lu les livres, regardé les films, peut-être même mémorisé les sorts. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander ce que la distribution de Harry Potter sait que vous ne savez pas? Accrochez-vous, car ce qu'ils ont révélé changera votre façon de voir toute la série. Particulier, ce personnage que nous pensions tous comprendre. Des années après la fin du dernier film, lors de l'émouvante et nostalgique réunion du 20e anniversaire à Poudlard, Radcliffe s'est ouvert avec un charme et une honnêteté qui ont surpris beaucoup de monde. Il n'a pas seulement dit qu'il l'admirait, il a sorti une lettre, oui, une vraie lettre qu'il avait écrite à Helena Bonham Carter après avoir terminé le tournage. Dans celle-ci, il confessait de la manière la plus attachante et maladroite: Je t'aime, et j'aimerais juste être né 10 ans plus tôt. J'aurais peut-être eu une chance. C'était le genre de confession qui faisait sourire, rire et se sentir un peu gêné pour lui tout à la fois. Le fait que Bonham Carter ait gardé la lettre pendant toutes ces années disait quelque chose d'encore plus puissant. Ce n'était pas seulement un fantasme d'adolescent à sens unique, c'était une véritable amitié, un doux moment préservé dans le temps d'un garçon essayant de donner un sens à ses sentiments dans un monde magique mais compliqué. Et n'est-ce pas là l'essence même de grandir? Mais Helena n'était pas le seul sujet surprenant dont Daniel a fini par parler ouvertement. Lorsqu'on l'a interrogé sur le vaste monde de la fanfiction Harry Potter, un univers qui a explosé ligne avec tout, des duels palpitants aux romances inattendues, Radcliffe ne s'est pas défilé. Au lieu de lever les yeux au ciel ou de rejeter les interprétations des fans, il s'y est intéressé avec curiosité. Fait, il a admis avoir lu quelques histoires loufoques. Oui, c'est Harry et Draco, des ennemis mortels devenus peut-être quelque chose de plus. Bien qu'il puisse sembler fou d'imaginer l'élu jetant un coup d'œil furtif à une fiction où lui et Draco Malfoy tombent amoureux sous les étoiles de la tour d'astronomie, Radcliffe semblait sincèrement amusé par la créativité et la passion que les fans déversaient dans leurs histoires. Il a dit qu'il était fasciné par la façon dont les gens percevaient dans les personnages, comment ils relevaient les tensions subtiles et les réimaginaient comme quelque chose de plus profond. Certains pourraient demander: est-ce que ça l'a rendu bizarre? Apparemment pas. Fait, il semblait impressionné. Il a dit que c'était un témoignage de la puissance qu'avaient acquis ces personnages. Plus grands que les livres, plus grands que l'écran. Ils appartenaient désormais aussi aux fans. Et puis, il y a la question que tant de gens se sont posée:
mais peut-être jamais à voix haute. Qu'est-ce que ça fait de grandir avec le monde qui observe chacun de vos mouvements? Daniel a été remarquablement honnête à ce sujet au fil des ans. Il a dit un jour: essayez de comprendre qui vous êtes, tout jouant simultanément l'enfant le plus célèbre du monde et toute une expérience. Pouvez-vous seulement imaginer essayer de traverser la puberté pendant que la planète entière a les yeux rivés sur vous? Essayez de trouver votre propre voix alors que vous lisez constamment des lignes écrites pour un personnage qui définit votre identité. Pour Daniel, le plateau de Harry Potter n'était pas seulement un lieu de travail, c'était sa deuxième maison, sa salle de classe et parfois sa thérapie. Il n'a pas seulement appris les angles de caméra et les écrans verts, il a appris sur les gens, sur la discipline, sur l'humilité. Et qui de mieux pour apprendre que des légendes comme Alan Rickman, Maggie Smith et Gary Oldman. Daniel a parlé chaleureusement de la façon dont ces acteurs vétérans ont façonné non seulement son métier, mais aussi son état d'esprit, leur gentillesse, leur professionnalisme et leur sagesse tranquille l'ont guidé à travers certaines de ces années les plus difficiles. Pourtant, tout n'a pas été un long fleuve tranquille. Radcliffe a admis qu'être soumis à un examen aussi intense rendait difficile de grandir comme un enfant normal. Il y a eu des moments où la pression est devenue trop forte pour lui, des moments où les attentes pesaient si lourdement qu'il luttait contre l'anxiété et le doute de soi. La célébrité, après tout, n'est pas une cape magique qui rend tout meilleur. C'est souvent le contraire. Mais à travers tout cela, il s'est accroché. Il a continué à se présenter. Et maintenant, quand il parle de ces années, ce qui ressort le plus, ce n'est pas l'amertume ou le regret, c'est la gratitude. Il dit qu'il n'échangerait cette expérience pour rien au monde. Oui, c'était compliqué. Oui, cela l'a forcé à grandir plus vite que la plupart des gens. Mais cela lui a aussi donné une famille, un but et une chance d'inspirer des millions de personnes. Il est reconnaissant envers les fans qui ont grandi avec lui, pour les moments maladroits qui sont devenus de bons souvenirs, et pour la chance d'avoir fait partie de quelque chose qui leur survivra à tous. Emma Watson et Tom Felton. Plus que des amis. Derrière la rivalité magique entre Hermione Granger et Draco Malfoy, la fille qui avait toujours la bonne réponse, et le garçon qui avait toujours quelque chose de sarcastique à dire, il existait une connexion réelle entre Emma Watson et Tom Felton que la plupart des fans n'avaient jamais vraiment vu venir. Bien sûr, leurs personnages s'affrontaient à l'écran avec des mots acerbes et un dédain adolescent, mais ce que beaucoup n'avaient jamais deviné, c'est qu'une histoire d'un genre entièrement différent se déroulait discrètement hors écran. Une histoire de malentendus, de douleur de croissance, d'admiration secrète et d'un lien si profond qu'il défiait les étiquettes romantiques. N'est-il pas amusant de voir comment deux personnes qui ont passé des années à faire semblant de se détester ont fini par partager l'une des amitiés les plus commentées de la culture pop moderne? Leur histoire a commencé non pas sur le plateau, mais encore plus tôt lors des auditions. Emma n'avait que 9 ans et elle entrait tout juste dans ce monde immense d'appels de casting et de grandes caméras. Tandis que Tom, un peu plus âgé, 12 ans, avait déjà un peu plus de confiance ou peut-être d'arrogance. Selon Felton, leur première interaction n'était pas vraiment une rencontre mignonne. Il s'est souvenu qu'Emma, dans son innocence, avait posé des questions sur un microphone qui était suspendu au-dessus d'eux. Au lieu de donner une explication gentille, Tom a répondu avec un ton de supériorité. « C'est un microphone, c'est évidemment. » Cette phrase sarcastique, croyez-le ou non, a quelque sorte donné le ton à leur dynamique initiale. Il s'est montré comme le « je sais tout ». Elle était la nouvelle venue avide et curieuse qui ne savait pas trop quoi penser de lui. Le démarrage difficile ne s'est pas vraiment amélioré non plus lors des premiers films. Comme Felton l'admettra plus tard, il y a eu des moments où lui et ses costards de Serpentard n'ont pas été très gentils avec Watson. Un exemple particulier qui lui est resté mémoire est celui où Emma a monté un petit spectacle de danse dans sa loge. Quelque chose que toute jeune fille ferait, surtout une qui aime se produire. Mais au lieu de la soutenir, Tom et son camarade acteur Josh Herdman ont décidé de se moquer. Nous nous sommes faufilés ricanant jusqu'au spectacle d'Emma, et les ricanements sont devenus plus forts pendant qu'elle dansait. Tom a partagé. Pour Emma, c'était clairement blessant. Pour Tom,
Regardant arrière, c'était tout simplement honteux. Il a fini par dire qu'il ressentait un profond regret, qualifiant cela d'actes d'étourderie adolescents stupides. Pourquoi les garçons agissent-ils souvent de cette façon quand ils sont jeunes, surtout avec les filles à qui ils ne savent pas comment parler? Mais voici où les choses deviennent étonnamment douces. Au milieu de ces taquineries, et de cette maladresse, Emma a développé un béguin secret pour Tom. Pas juste un petit battement de cœur, mais le genre de premier béguin qui reste gravé dans votre mémoire pendant des années. Elle a ouvertement partagé que pendant les 2 premiers films de Harry Potter, elle avait vraiment le béguin pour lui. Et ce qui l'a déclenché, ce n'était rien de tape à l'œil ou de typique. C'était fait pendant le tutorat. On a demandé à la classe de dessiner à quoi ils imaginaient que Dieu ressemblait, alors que d'autres ont probablement dessiné des hommes à la barbe blanche ou des rayons dorés. Tom, dans sa brillance excentrique, a dessiné une fille sur un skateboard portant une casquette à l'envers. Cette image, cette créativité a fait fondre quelque chose Emma. Elle a dit qu'elle ne savait même pas comment le décrire. Elle est juste tombée amoureuse de lui sur le coup. N'est-il pas fou de voir comment les choses les plus petites et les plus étranges peuvent conquérir un jeune cœur? Son béguin était innocent et discret. Elle avait l'habitude de regarder la feuille d'appel tous les jours pour voir si son nom y figurait. Numéro 7, c'était son numéro. S'il était là, la journée semblait déjà plus lumineuse. Et des années plus tard, alors que les fans continuaient de spéculer et d'espérer quelque chose de romantique entre les deux, Tom lui-même a révélé quelque chose d'intéressant. Dans ses mémoires, Beyond the Wand, il a confessé qu'il avait toujours eu un amour secret pour Emma. Peut-être pas de la façon dont les fans fantasment. Mais il n'a pas nié qu'il y avait eu une étincelle. Il a admis que c'était là, mais pas toujours au même temps pour les deux. Le timing, semble-t-il, a été leur plus grand défi. Même Rupert Grint, Ron Weasley lui-même, a remarqué quelque chose entre eux. Il a dit un jour « Il y a toujours eu quelque chose. Il y avait un peu d'étincelle. » Et il n'avait pas tort. Cette énergie subtile entre eux, quelque chose de non dit, a plané tout au long des années. Pourtant, malgré tout cela, ils ne sont jamais sortis ensemble. Pourquoi pas? Eh bien, selon Felton, cela ne s'alignait tout simplement pas. Quand Watson avait des sentiments, il était déjà couple. Il a même dit que sa petite amie de l'époque l'avait également senti, ce quelque chose de non dit entre lui et Emma. Mais au lieu de forcer une romance, leur relation s'est transformée quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose qui a sans doute duré plus longtemps et signifié plus que la plupart des histoires d'amour hollywoodiennes. Emma l'a décrit comme son âme sœur. Dans la préface de ses mémoires, elle a écrit que les gens supposaient constamment qu'ils s'étaient embrassés, avaient se couché ensemble ou avaient eu une sorte d'aventure secrète. Mais selon ses propres mots, ce qu'ils avaient était bien plus profond que cela. Combien de fois entendez-vous quelqu'un dire cela à propos d'un ami, surtout quelqu'un qu'il a rencontré enfant, avec qui il a grandi sous les yeux du public et dont il ne s'est jamais éloigné? Tom a fait écho à des sentiments similaires. Il a admis qu'il n'était pas amoureux d'elle, pas romantiquement du moins, mais qu'il l'aimait et l'admirait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer à personne d'autre. Il l'a appelée une âme sœur. Et aujourd'hui, leur relation, toujours forte, toujours pleine de chaleur, s'est transformée quelque chose de magnifiquement ordinaire. Pas de drame, pas de scandale, juste 2 personnes qui se soucient sincèrement l'une de l'autre. Maintenant, leur conversation tourne autour de choses comme les éviers de cuisine bouchés et les chiens difficiles. Et c'est peut-être ça la vraie magie. Pas les tapis rouges ou les théories des fans, mais la loyauté tranquille qui a résisté à l'épreuve du temps. Dans un monde où tant d'amitié à l'écran s'estompe dès que les caméras s'arrêtent, séance de tournée, Emma Watson et Tom Felton ont construit quelque chose qui dure. Ce n'est pas défini par des étiquettes, des chronologies ou des attentes. C'est juste réel. Et c'est peut-être pour ça que les fans continuent d'être attirés par leur histoire. Parce que fin de compte, qui ne voudrait pas d'une connexion comme celle-là? Un lien qui grandit avec vous, rit avec vous, pardonne vos débuts maladroits et se présente encore des années plus tard avec la même douce force. C'est la vraie histoire derrière Hermione et Draco. Pas seulement la magie, mais la maturité, pas la rivalité, mais l'amitié rare et profonde qui est venue après. Et parlant d'amitié, ce qui suit nous emmène au cœur de l'un des acteurs les plus complexes et inoubliables de la série,
Alors ne partez pas, car ce que vous êtes sur le point de découvrir dans les coulisses avec Alan Rickman vous fera tout voir différemment. Dans les coulisses avec Alan Rickman. Parmi tous les éléments magiques qui ont rendu la série Harry Potter inoubliable, une chose qui a constamment laissé les fans sans voix, même des années après la fin du dernier film, est la représentation à couper le souffle de Severus Snape par Alan Rickman. Sa performance n'était pas seulement un jeu d'acteur, elle ressemblait à quelque chose de plus profond, à quelque chose de vécu, et c'est peut-être parce que c'était le cas. Rickman n'a pas seulement joué Snape, il l'est devenu d'une manière que même les autres membres de la distribution ne pouvaient pas tout à fait comprendre. Il y avait toujours le sentiment qu'il portait un secret, une vérité cachée sur le personnage que personne d'entre eux n'avait été informé. Et la vérité, c'est qu'il l'était effectivement. Mais ne nous précipitons pas encore sur ce point. Dès le début, Rickman a apporté une intensité sur le plateau qui n'est pas passée inaperçue, surtout par les jeunes acteurs. Il avait cette présence calme et perçante qui faisait que les gens se redressaient quand il entrait dans la pièce. Ivana Lynch, l'actrice derrière la lunaire Luna Lovegood, a dit un jour qu'elle avait peur de lui, non pas parce qu'il était grossier ou méchant, mais parce qu'il se comportait avec cette immobilité intimidante. Elle se souvenait de la façon dont il glissait silencieusement dans les couloirs costumes, souriant à peine, et de la façon dont tout le monde baissait la voix quand il passait. Pourquoi était-il si effrayant ? Peut-être parce qu'il ne sortait pas de son personnage, peut-être parce que la ligne entre Alan Rickman et Severus Snape était trop mince pour être séparée. Même Daniel Radcliffe, qui était pratiquement Harry Potter pendant plus d'une décennie, a avoué qu'il trouvait Rickman intimidant. Il a dit que ce n'était pas seulement l'homme lui-même, mais cette voix profonde et obsédante. Vous savez, celle-là, cette voix qui rendait même une simple phrase comme « tourner à la page 384 » comme une condamnation à mort. Daniel a admis que pendant les 3 premiers films, il avait vraiment peur de lui. Qui ne le serait pas ? Rickman avait une façon de faire ressentir le silence comme le tonnerre. Un regard de lui pouvait dire plus qu'un discours entier, et quand il était costume, cape, bottes, perruque et tout le reste. Tom Felton, Draco Malfoy, l'a dit le mieux. Il ne marchait plus comme Rickman, il marchait comme Snape. Sa posture, sa démarche, même sa façon de respirer, tout avait changé. Tom a dit que c'était terrifiant, mais aussi incroyable à regarder. Ce que la plupart d'entre eux ne réalisaient pas à l'époque, c'est que Alan Rickman agissait sur la base d'informations qu'aucun d'entre eux n'avait. Dès le début, littéralement avant même qu'il ne tourne L'école des sorciers, Rickman était allé directement à J.K. Rowling et lui avait demandé quelque chose que personne d'autre n'osait, la vérité sur Snape. Pas seulement où le personnage a commencé, mais où il a fini. Et Rowling, faisant confiance à son génie, lui a dit. Elle lui a parlé de l'amour de Snape pour Lily Potter. Elle lui a parlé du sacrifice ultime. Elle lui a donné le plan émotionnel d'un homme qui était incompris de tous, mais qui était au fond le plus courageux d'entre eux tous. Pouvez-vous imaginer porter cette connaissance pendant 10 ans, alors que tous les autres acteurs, tous les réalisateurs, même le public pensaient que Snape n'était qu'un professeur amer et froid. Rickman savait mieux, et il a utilisé ce secret comme un outil, parsemant sa performance de petits gestes, de minuscules moments qui semblaient étranges à l'époque, mais qui prenaient tout leur sens quand vous regardiez tout arrière après avoir lu le dernier livre. Le réalisateur Chris Columbus a même dit qu'il avait l'habitude de demander à Rickman pourquoi il faisait certains choix, et Rickman souriait légèrement et disait « Vous verrez, c'est tout ». Pas d'explication, juste « vous verrez ». N'est-ce pas glaçant ? Y repensant, il est presque étrange de voir combien de moments semblent dire un le différent maintenant que nous connaissons la vérité. La façon dont Snape regardait Harry quand personne d'autre ne regardait, les éclairs de douleur derrière ses yeux, les hésitations dans sa voix chaque fois que le nom de Lily était mentionné. Rickman ne réagissait pas seulement au script devant lui, il réagissait à un avenir que personne d'autre ne connaissait, et c'est ce qui a rendu sa performance si puissante. Ce n'était pas seulement du méthode acting, c'était une narration couche, un dialogue privé entre lui et Rowling qui se jouait tranquillement, film après film. Alors, quand les gens parlent de la raison pour laquelle le Snape d'Alan Rickman se sentait si réel, si brut et si inoubliable, ce n'est pas seulement une question de talent, bien qu'il ait eu à revendre.
C'est à cause du fait qu'il a joué à long terme. Il a planté des graines émotionnelles dans l'école des sorciers qui n'allaient éclore pleinement que dans les reliques de la mort. Qui d'autre aurait pu réussir cela? Qui d'autre aurait eu la patience, la discipline et la clairvoyance? Très peu, voire aucun. Alan Rickman nous a donné un Snape qui était bien plus qu'un simple professeur robe noire. Il nous a donné un être humain tiraillé entre le devoir et l'amour, la haine et le chagrin, les ténèbres et la rédemption. Et peut-être, juste peut-être, c'est pourquoi, lorsque nous revoyons ces films aujourd'hui, l'histoire de Snape nous touche d'une manière à laquelle nous ne nous attendions pas. Parce qu'au fond, nous connaissons maintenant la vérité, et Rickman l'a toujours connue. Des moments qui ont failli changer la franchise. Quand les gens parlent des films Harry Potter, ils le font souvent avec une étincelle dans les yeux, comme si ces 8 films magiques avaient été créés dans un monde parfait et inébranlable. Mais derrière toute la merveille de Poudlard et l'excitation des sorciers, la réalité était bien plus délicate que la plupart des fans ne l'ont jamais imaginé. La franchise, adorée par des millions de personnes à travers le monde, a failli perdre certains de ses principaux acteurs non pas une ou deux fois, mais à plusieurs reprises tout au long de son parcours d'une décennie. Pouvez-vous imaginer Harry Potter sans Hermione ou les Malfoy sans Jason Isaacs? Aussi surprenant que cela puisse paraître, le monde magique dans lequel nous avons tous grandi était à une décision difficile de paraître complètement différent. Emma Watson, par exemple, a failli quitter la série complètement pendant le tournage de l'Ordre du Phénix. Il ne s'agissait pas d'une question d'argent ou de drame, mais de quelque chose de bien plus humain, l'épuisement émotionnel. Le réalisateur David Yates a confirmé plus tard que les producteurs l'avaient discrètement informé que Watson n'était pas certaine de revenir. Elle s'est confiée à ce sujet dans la spéciale du 20e anniversaire, révélant comment elle avait écrit dans son journal qu'elle se sentait seule et dépassée. La célébrité, a-t-elle dit, avait finalement fait son chemin grand. Et quand on y pense, n'est-ce pas logique? Elle n'était qu'une adolescente, soudainement sous les projecteurs mondiaux avec peu d'intimité et à peine assez de temps pour tout assimiler. Et elle n'était pas la seule. Rupert Grint, qui jouait Ron, a admis qu'il avait lui aussi lutté avec des pensées similaires. Il a dit qu'il s'était souvent demandé ce que ce serait de simplement partir et de faire quelque chose de complètement différent, de vivre une vie sans tapis rouge, sans paparazzi et sans pression. Même Tom Felton, qui jouait Draco, a plus tard fait écho à la façon dont ils étaient tous jeunes et incertains à l'époque. Ensuite, il y a Jason Isaacs, que beaucoup ne peuvent maintenant pas imaginer ne pas être Lucius Malfoy. Mais étonnamment, il n'a presque jamais accepté le rôle. Il avait auditionné pour Gilderoy Lockhart et était profondément ennuyé quand ils lui ont demandé de lire pour Lucius à la place. Déjà engagé pour jouer le capitaine Crochet dans Peter Pan, Isaacs hésitait. Qui veut jouer 2 méchants de contes de fées coup sur coup, n'est-ce pas? Il a même dit à son agent de décliner poliment l'offre. Mais ce week-end-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Tous les enfants qu'il connaissait, ainsi que leurs parents, l'ont supplié de prendre le rôle. Il ne se souciait pas de son curriculum vitae. Il voulait juste une excuse pour visiter le plateau de Harry Potter. Ce genre d'enthousiasme sincère de la part des gens autour de lui a finalement fait qu'il a reconsidéré sa décision. Et enfin, il y a Bonnie Wright, la douce et discrète Ginny Weasley. À seulement 9 ans, elle a rejoint la distribution avec tellement de potentiel pour son personnage, surtout compte tenu de l'évolution de Ginny dans les livres. Mais les films ne lui ont pas laissé beaucoup de place pour grandir. Wright a partagé plus tard sa déception voyant son rôle se réduire. Elle craignait que le public ne pense qu'elle était le problème, que son jeu d'actrice n'était pas assez fort. Mais elle a ensuite réalisé qu'il ne s'agissait pas du tout de sa performance. On ne lui avait tout simplement pas donné les scènes nécessaires pour montrer la profondeur de Ginny. Les fans l'ont remarqué aussi, et au fil du temps, ils l'ont approché avec des messages qui, bien que critiques, étaient pleins de compréhension. « Nous savons que ce n'était pas toi, disait-il, nous voulions juste plus de toi. » Et comme c'est réconfortant, c'est un rappel discret de la loyauté et de la gentillesse dont la base de fans de Harry Potter peut faire preuve. Ainsi, lorsque les gens regardent ces films et supposent que tout était facile et magique dans les coulisses, ils passent à côté de la moitié de l'histoire.
La vérité est que la franchise a failli s'effondrer plus d'une fois. Non pas à cause d'un grand scandale, mais parce que les vrais humains derrière les baguettes naviguaient dans une énorme pression, le doute de soi et des choix très personnels. C'est un miracle que la magie ait tenu le coup. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle l'a fait. Car dans les coulisses, il y avait des béguins, de la chimie et des sentiments réels qui bouillonnaient juste sous la surface. Parfois doux, parfois maladroits et parfois bien trop réels. Alors ne partez pas car juste après, nous allons plonger dans l'un des aspects les aspects les plus tendres et inattendus de la franchise, les romans sur le pot au sens sur le plateau et les béguins dans la vraie vie. Vous voudrez voir ça. Sur le plateau, les romances et les béguins dans la vraie vie. Ils ont grandi ensemble, pas comme la plupart des amis d'enfance, mais sur les plateaux emblématiques souvent empathés. Et souvent chaotique, ce qui de l'une des franchises cinématographiques les plus appréciées de tous les temps. Alors que la plupart des adolescents trébuchaient dans les couloirs du lycée et lors de soirées de bal maladroites, la distribution de Harry Potter apprenait des répliques, esquivait des balais et tombait accidentellement amoureux et hors de l'amour sous le nez du monde entier. N'est-il pas un peu fou d'imaginer que pendant que nous regardions leurs personnages combattre les forces obscures et concocter des potions à Poudlard, ils naviguaient dans des béguins de la vie réelle, des chagrins d'amour et des aventures romantiques dans les coulisses. Les films Harry Potter, aussi magiques soient-ils, ont fini par être plus que de simples tournages de films. Ils sont devenus la toile de fond de véritables connexions humaines, de premiers amours et du genre de liens qui ont tendance à se former lorsque vous grandissez dans une bulle que personne d'autre ne comprend vraiment. Alors, est-ce que certains d'entre eux sont sortis ensemble? La réponse pourrait surprendre les fans qui supposaient que tout était juste professionnel et rien de personnel. Il s'avère que les jeunes sorcières et sorciers avaient aussi un peu de magie qui se produisait hors caméra. Ivana Lynch, qui jouait la lunaire et rêveuse Luna Lovegood, a fini par tomber amoureuse de Robbie Jarvis, l'acteur qui jouait le jeune James Potter dans l'Ordre du Phénix. Mais voici le truc, personne ne le savait vraiment. Ils ont gardé leur relation discrète, presque comme un passage secret caché derrière une bibliothèque. Pendant 9 ans, ils sont sortis ensemble discrètement, se montrant ensemble, principalement lors d'événements liés à leur passion commune pour les droits des animaux et le véganisme. Au moment où la plupart des gens ont appris qu'ils avaient même été ensemble, ils avaient déjà rompu 2016. Pourtant, malgré la fin de leur relation amoureuse, ils sont restés amis, ce qui dit long sur le respect et le lien qu'ils ont construit pendant cette période. Et ce n'était pas le seul cas de camarades de distribution tombant amoureux l'un de l'autre. Bonnie Wright, la douce et fougueuse Jenny Weasley, a commencé à sortir avec James Campbell Bower, qui a incarné la version plus jeune du sorcier noir Grindelwald dans Les Reliques de la Mort, partie 1. Leur relation a commencé 2010, et pendant un certain temps, c'était le genre de choses qui faisait les gros titres, surtout quand ils se sont fiancés juste 1 an plus tard. Bonnie a confirmé leur relation avec une simple note joyeuse. « Nous nous fréquentons depuis quelques mois. C'est bien. » Mais comme beaucoup d'histoires d'itinéraires d'amour de jeunes, les choses n'ont pas duré. Les fiançailles ont finalement été annulées 2012. Et les deux ont continué leur vie et leur carrière aussi gracieusement que possible sous les projecteurs. Mais même au-delà des relations réelles, l'atmosphère sur le plateau était chargée d'hormones adolescentes et de tous les moments maladroits, désordonnés et inoubliables qui les accompagnent. Matthew Lewis, connu pour sa transformation de Neville Longbottom à un bourreau des cœurs certifié, a admis plus tard que le plateau bourdonnait de béguins secrets, de relations sexuelles et de drames adolescents. Il a dit un jour qu'il y avait des béguins sans fin. Les gens sortaient ensemble, rompaient, imaginez ça. Une distribution pleine d'adolescents vivant pratiquement ensemble pendant une décennie. Tous essayant de se comprendre pendant que les caméras tournaient. Cela aurait-il pu être autrement? Au fil du temps, et lorsque les caméras ont cessé de tourner, bon nombre de ces enchevêtrements de jeunesse se sont estompés dans le passé. Mais curieusement, les amitiés n'ont pas disparu. Fait, elles sont devenues plus fortes dans de nombreux cas. Ivana et Robbie ont peut-être mis fin à leur romance,
mais ils ont quand même trouvé des moyens de se soutenir mutuellement, se montrant ensemble lors d'événements publics et poursuivant leur activisme commun. Pendant ce temps, Emma Watson, dont le nom est maintenant souvent lié à des mots comme icône féministe et puissance intellectuelle, s'est notoirement déclarée autonome. Ce n'était pas une déclaration amère, mais une déclaration confiante et ancrée. Elle est heureuse, satisfaite et n'attend personne d'autre pour que sa vie se sente épanouie. Et Tom Felton. Il a eu son propre moment de réflexion quand il a plaisanté sur le fait que son rôle de mauvais garçon blond platine, Draco Malfoy, n'a pas exactement fait de lui l'enfant modèle des bourreaux des cœurs adolescents. Je me promenais avec les cheveux teints et je jouais un sorcier maléfique. Ce n'était pas cool, a-t-il dit un jour riant. Fin de compte, ce qui est le plus fascinant, ce n'est pas seulement que certains membres de la distribution sont sortis ensemble. C'est la façon dont ces relations reflétaient les thèmes même des films. La connexion, la croissance, le chagrin d'amour et l'avenir. Ils n'étaient pas seulement des costards. C'étaient des enfants qui trouvaient leur chemin dans un monde extraordinaire, à la fois fictif et réel. La magie des films Harry Potter venait peut-être des sorts, des baguettes et des créatures mythiques. Mais dans les coulisses, ce sont les expériences très humaines du jeune amour et de l'amitié qui ont vraiment donné vie à l'histoire. Après tout, n'est-ce pas le fait de grandir ensemble la chose la plus magique de toutes? Avec ceci, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner pour plus de contenu. Pour profiter d'histoires plus palpitantes, cliquez maintenant sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran.